La ville de Kamituga, c'est le Far West des temps modernes. Avec sa mine d'or noyée, un coffre-fort impossible à ouvrir. Et à côté, toute la misère du monde. Kamituga, à 180 km de Bukavu, en République démocratique du Congo, est le résumé cruel de l'histoire de la région des Grands Lacs. L'or, l'étain, la guerre. C'est la chronique des manœuvres menées par une société américano-canadienne, Banro, qui, opérant durant les années de troubles, a réussi à mettre la main à vil prix sur les ressources naturelles de la région. Au milieu de la grande forêt, Kamituga est avant tout une mine. Ces installations délabrées appartenaient naguère à une société belge, la société Sominki, qui exploitait les gisements d'or et d'étain du Kivu. Aujourd'hui, les exploitants de Kamituga sont des creuseurs clandestins. À leurs risques et périls, ils opèrent pour leur propre compte, mais ils doivent partager leurs maigres gains avec les seigneurs de la guerre. Mais Bukavu et Kamituga, c'est 180 km seulement. Mais il faut 3 semaines pour parcourir 180 km. Et il faut seulement 25 minutes par petit porteur pour arriver à Kamituga. Donc nous avons besoin d'être désenclavés. Et pourtant, ça ne coûte pas cher. En 2001, on prélevait de Kamituga 20 tonnes de coltan par mois, 8 kilos d'or par semaine. Que d'argent pour construire la route qui ne nécessite qu'un cantonnier au kilomètre, donc 180 cantonniers à qui on paierait chacun $20 par mois. Vous pouvez faire les chiffres, c'est loin de représenter ce qui est tout le temps exploité dans les terroirs de Kamituga. Est-ce que vous pouvez rendre Kamituga viable avec l'avion? C'est impossible. Il faut d'abord la route. Et à partir de la route, maintenant, vous arrivez ici. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire non, je peux faire quelque chose. Dans Kamituga, coupé du monde, chacun survit au jour le jour. C'est le courage, le règne de la combine, et parfois aussi le désespoir. Il n'y a pas d'évolution, hein, donc c'est les catastrophes ici. On ne peut pas dire qu'il y a eu évolution. Une solution, il faut que les sociétés responsables reprennent les choses. Tout est à reprendre à zéro. Dès lors, nous sommes dans une concession minière, certainement, qu'il doit y avoir de l'or. J'ai travaillé ici, dans la mine, comme mineur. Et j'étais un délégué. On m'a laissé comme surveillant de la mine mobile. Il n'y a rien qu'on peut surveiller à ce moment. On a tout pillé parce que tout a été démoli. Ici, nous nous plaçons, c'est l'entrée mine. Nous voulons la reconstruction parce que les gens vivent mal. Nous voulons que la société vienne. Moi-même, j'étais agent de cadre de la Sominki et j'étais chef du personnel Sominki. Et je m'occupais de ce secteur même ici de Kamituga. À cette époque-là, oui, j'étais content de la Sominki puisque j'avais mon salaire
et j'étais satisfait de mon salaire. Il était peu, mais je crois qu'à cette époque, j'étais mieux. Mon grand-père avait travaillé à la Somenki. D'abord, c'était la MGL, mine des Grands Lacs. Et ensuite, mon père et ma mère ont travaillé à la même société et nous étions très bien. Moi-même, j'avais bénéficié de la bourse de la Somenki quand je fus étudiant à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Somenki, société des mines du Kivu, résultait de la fusion de plusieurs petites sociétés minières, dont la plupart appartenaient au groupe Ampin. Le baron Ampin avait reçu du roi Léopold II le droit de prospecter et d'exploiter les ressources minières d'un territoire grand comme 6 fois la Belgique. Vers 1930, plusieurs sociétés apparaissent. L'État colonial les oblige à créer des infrastructures, à prendre en charge le développement de la main-d'œuvre indigène. La modernisation est spectaculaire. Avec les taxes perçues auprès des sociétés privées, des routes sont construites. Les travailleurs sont attirés par des logements proposés dans des cités ouvrières, par des soins de santé gratuits pour eux et leurs familles. Des écoles et des dispensaires s'ouvrent. Il s'agit de fidéliser la main-d'œuvre. Aux yeux des anglo-saxons, cette dépendance à l'égard de l'employeur est l'exemple même du paternalisme. Mais aujourd'hui encore, à Kamituga, les anciens gardent une incurable nostalgie. Selon la loi congolaise, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et ce dernier ne peut accorder à des sociétés que des concessions. Ces droits d'exploitation sont globaux. Ils ne peuvent être dissociés en fonction des aléas du marché et de la conjoncture. Dès sa création, la Somenki exploite simultanément l'or et la cassitérite. La cassitérite est un oxyde d'étain qui sert, entre autres, à fabriquer des boîtes de conserve et dont le cours est plus aléatoire que celui de l'or. En 1985, le cours de la cassitérite s'effondre brutalement. Elle perd les 3/4 de sa valeur. Dès ce moment, les actionnaires privés de la société recherchent un repreneur. En attendant, l'austérité prévaut. Les chantiers non rentables sont fermés. Une centaine de cadres européens sont licenciés et perçoivent leur indemnité de départ. En revanche, les travailleurs africains, dont les effectifs sont réduits de moitié, en accord avec les syndicats, sont mis en chômage technique dans l'attente, illusoire peut-être, d'une reprise des activités de la mine. Et surtout dans l'espoir de recevoir leur indemnité de licenciement. Ils sont autorisés à demeurer dans les logements de la société et fréquentent les centres de santé, envoient leurs enfants dans les écoles de la société et achètent dans les cantines les denrées de base à bas prix. Dans les exploitations de cassitérite abandonnées, les travailleurs peuvent s'adonner à l'exploitation artisanale et revendre leur production à la société. À Kamituga, l'exploitation industrielle de l'or continue et devient vite le principal revenu de la société. En 1996, à la fin de l'ère Mobutu, la société américano-canadienne Banro fait son apparition dans la région. L'or l'intéresse, principalement celui qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de Kamituga, dans 2 grands gisements encore vierges. Banro cherche un arrangement avec un État zaïrois à bout de souffle. Le président Mobutu, atteint d'un cancer, est lâché par les Occidentaux qui veulent un changement de régime. Vu la contrainte de reprendre en bloc l'ensemble des exploitations et du personnel, le prix d'achat proposé pour tous les gisements d'or et d'étain est dérisoire, 3,5 millions de $. En novembre 1996, Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'armée rwandaise, entre au Kivu. Les militaires foncent droit sur Kamituga. Kabila connaît bien la région et sa richesse. Il a lui-même fait le commerce d'or. Sans combattre, les forces armées zaïroises se replient en désordre.
Le directeur de l'époque décide de noyer la mine pour en préserver l'exploitation industrielle et ses richesses. Avec Kabila, père, nous avons assisté à l'éruption de l'armée rwandaise et ougandaise. Le pillage avait commencé par les militaires qui étaient en fuite. Ensuite, la population a contribué aussi à la destruction, mais l'or était emporté par les militaires. Occupant le site, les soldats rwandais s'emploient à démonter moteurs, machines, ateliers. Le matériel est expédié de l'autre côté de la frontière. Face à ce pillage, à cette occupation étrangère, la population entre en résistance. Elle crée un mouvement de riposte, les Mai Mai. Ils sont opposés aux envahisseurs, mais ils sont également hostiles à leur propre gouvernement. Ce sont des maquisards. Les militaires du RCD, curieusement, encore les Rwandais, les mêmes Rwandais qui étaient avec Kabila, qui sont descendus tout droit vers Kamituga. Moi, j'ai compris que ça, ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas une guerre, c'est peut-être le milieu, disons les richesses de Kamituga